Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 1. Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 2. Paragraphe 1. La pédocriminalité. Chaque année des cas de perversité criminelle sont démontrés. Tous les hauts responsables de la société humaine sont informés de ces pratiques. Aucune action véritable, à part quelques gesticulations, n'est organisée à quelque échelon que ce soit, par les responsables en charge des dossiers. À quoi correspondrait cette situation? Il apparaît, après une étude approfondie des faits, que des individus, peu respectables, se réuniraient au sein d'une communauté ou des communautés. Une élite, ainsi qu'ils se seraient autoproclamés, de prédateurs sexuels et de criminels, selon toute vraisemblance, agiraient en toute impunité. Ces maniaques, de très haut rang social, qui se permettraient de telles actions, seraient un agrégat d'opportunistes, qui s'assuraient le contrôle de la vie de citoyens, en disposant à leur guise, au gré de leurs fantasmes. Ces individus considéreraient pouvoir exercer un droit de prédation sur tout élément de la population, qui, par malchance, tomberait entre leurs mains. Ils se permettraient de transgresser quelque loi que ce soit de morale ou de décence humaine. Ce sont la plupart du temps des individus qui sont chargés, par leur fonction, de faire respecter les lois, qu'eux-mêmes, transgressent sans sourciller. Ces hauts personnages se réuniraient pour définir leur stratégie. Des décisions, prises par ce pouvoir, apparaissent totalement irrationnelles et motivées par des rituels. Des messes noires seraient organisées, au cours de ces réunions, faisant appel à l'ésotérisme, par des séances de spiritisme. Le rôle de ces réunions a aussi pour but de permettre à ses participants, de leur faire obtenir plus de connaissances et de savoir. La conséquence en serait l'obtention d'un maximum de pouvoir dans leurs interventions sur le peuple. Ils obtiendraient ainsi des privilèges et des faveurs, qui feraient d'eux, selon leurs exaltations et leurs évaluations, des êtres supérieurs, pouvant tout se permettre. Ils deviennent tellement imbus des pouvoirs qu'ils se sont octroyés, qu'ils finissent par se considérer en Dieu tout-puissant. Ces gens-là considèrent ne plus avoir de règles à respecter, en dehors de leurs propres règles. Ils recherchent, en permanence à explorer l'étendue de leur pouvoir, à travers le développement de leur turpitude, sans cesse convoitée. Il y aurait une escalade permanente, entre les membres, pour obtenir un maximum d'influence, un maximum de notoriété et cela passe par les excès les plus invraisemblables, pour des gens normaux. Il est en effet difficile de comprendre que des tortionnaires, de haut rang social, puissent s'adonner à des crimes sexuels, à des sévices abominables et à des assassinats d'enfants, quotidiennement. Provenant de secteurs professionnels très divers, ils ont la faculté de se protéger entre eux, sans qu'il n'y ait aucune possibilité d'action à leur encontre. Mais le pire viendrait que toutes les exactions commises seraient enregistrées, à l'aide de caméras, à des fins commerciales. Ces enregistrements rapporteraient d'énormes sommes d'argent. Ces films, appelés « snuff movies », vendus, en toute discrétion, sur un marché noir parallèle, existeraient entre des initiés, particulièrement fortunés, qui seraient capables, un jour, de chercher à les identifier. Il convient de savoir que ce phénomène est planétaire. Ces hauts dignitaires de pouvoir chercheraient à transgresser notre société matérialiste et laïque vers un pouvoir ésotérique agnostique, considérant que cet occultisme est gérable. Les arcanes de cette histoire seraient suspectés de prendre leurs racines, entre autres, au sein de la franc-maçonnerie. Cette organisation, quasi universelle, serait constamment soupçonnée d'entretenir des réunions et des actions secrètes. Il s'agirait donc de personnages convaincus que leurs agissements procéderaient d'une spiritualité. Telle serait l'explication donnée, concernant les agissements de ces hauts dignitaires, de grande culture et de bonne éducation. Toutefois, il semblerait que des personnes, ayant cherché à faire la lumière sur ces organisations, auraient été suicidées. L'implication de chaque participant vaut condamnation suprême pour qui transgresserait la parole donnée sur le respect du secret absolu. Une telle réalité, absolument incompréhensible, perdurera tant qu'une politique de « l'autruche » sera exercée, au niveau des quelques responsables qui ne seraient pas encore impliqués dans ces processus. Les preuves ne sont plus à rechercher, les témoignages désormais, sont irrévocables. Des organisations mafieuses avérées procéderaient à des rixes sexuelles collectives assorties de meurtres rituels. Comment ces pédocriminels parviennent-ils à construire leur impunité, afin de ne pouvoir jamais être inquiétés?
Leurs influences sont, bien évidemment, considérables. Leur stratégie consiste à introduire leurs coreligionnaires, par parrainage, dans tous les postes clés les plus influents. Dans tous les emplois sensibles, les secteurs décisionnels, les professions juridiques, qui seraient susceptibles de leur créer quelques ennuis. Ils construisent, de cette façon, un rempart de totale impunité. Ils créent, par région, des tissus de protection, par rapport à la magistrature, aux services d'enquête, etc. Notre organisation sociale est une totale imposture, par le silence absolu qui est réservé à ces activités criminelles. Les populations subissent la contrainte de ces criminels, sans qu'ils aient l'opportunité d'en avoir conscience. Il apparaîtrait de notoriété publique que ces sectes malfaisantes ont tous les moyens à leur disposition pour étouffer toute démarche à leur encontre, et qu'elles appartiendraient toutes, de leurs propres aveux, à des loges maçonniques. Cela n'implique pas l'organisation maçonnique, dans son ensemble. La grande majorité de ces adeptes ne seront jamais informés de telles pratiques et resteront convaincus toute leur vie, que leur organisation est victime d'un complot permanent à son encontre et à leur encontre, par voie de conséquence. Une naïveté coupable sert les intérêts de ces groupuscules criminels. Eux, appartiendraient à l'élite franc-maçonnique. L'attention des populations est continuellement détournée afin de protéger les intérêts particuliers de ces élites. Les détracteurs et les témoins sont continuellement accablés et oppressés, afin de les discréditer et de les empêcher d'agir. Des diversions sont organisées, dans le but évident, de changer de sujet. Les notables de ces organisations qui sont dans tous les secteurs d'activité, très influents, détiennent tous les moyens d'action pouvant être mis à leur disposition. C'est une élite, dont les agissements sont totalement ignorés par les adeptes de la base. Il n'en est pas moins vrai, que les adeptes basiques, sont complètement liés à ces hauts personnages sataniques et qu'ils sont complices de toutes leurs exactions. Ils impliquent également leur famille dans ces processus qu'elle ignore. L'appartenance à cette mouvance s'apparente souvent à de la recherche spirituelle. De nombreuses disciplines peuvent aussi y être étudiées. C'est ainsi que commence l'organisation des rituels, apparemment sans conséquence. La gangrène rampante des élites finit par polluer tous les membres, de gré ou de force. Ils participeraient aussi à une conspiration mondiale pour l'organisation d'un nouvel ordre mondial. Toutes les personnes qui auraient cherché à dénoncer de tels réseaux barbares, à collaborer avec la justice, avec les services de police et de gendarmerie, afin de faire cesser ces exactions, ont été soit condamnées à de la prison, pour les plus chanceux, soit exécutés. Les dossiers qui ont pu être constitués auraient tout disparu. Un temple, un rite, un maître, des grades, des croyances, des initiations, tout y serait réuni. Ces sectes n'ont rien à faire des droits de l'homme. Quelles seront donc les limites de la tolérance à de telles cruautés? Ce sont des enfants qu'il faut sauver, qu'il faut libérer. Ou alors vous devrez continuer à aduler tous ces criminels. C'est à vous de choisir, maintenant et rapidement. Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 2. Paragraphe 2. Le libéralisme sauvage. Une société humaine parfaitement organisée n'est jamais à l'abri d'un libéralisme outrancier. On les appelle les raideurs. Ce sont des spéculateurs, sans foi ni loi, qui à l'aide d'une corruption tous azimuts s'emparent, par la force, des biens d'autrui. Ils falsifient des documents et interviennent auprès des personnes, en les expulsant. Ils utilisent les vides juridiques, pour manipuler, intimider, faire du chantage et assassiner si nécessaire. Il s'agit, dans tous les cas d'opérations frauduleuses et criminelles. Tous les secteurs économiques sont touchés. Cela va du simple particulier qui est jeté à la rue, alors qu'il est propriétaire de son logement. Ils s'attaquent également aux commerçants, en les expropriant de leurs magasins. Ils n'hésitent pas à s'attaquer aux industriels. Par le fait, ils parviennent à corrompre tout le monde, aucune police, ni magistrature, ni gouvernant politique ne s'oppose à eux. Plusieurs dizaines de milliers de raids sont effectués chaque année. La peur, face à ces raideurs, est permanente, car tout un chacun qui possède, même peu, peut être l'objet de leurs attaques totalement illégales. Tous les niveaux de la société sont à risque. Il n'y a plus aucune sécurité, au niveau du droit. Comment ces crapules opèrent-elles? Il faut bien comprendre que pour qu'une telle réalité puisse s'installer, il est indispensable que l'oligarchie dirigeante d'un État soit lui-même impliquée.
C'est un système féodal qui dirige, en coulisses. Le système mafieux est impliqué à tous les niveaux compétents. Ce sont eux qui établissent les règles du droit qu'il impose. C'est tout le système économique étatique qui corrompé et corrompu. Pour pouvoir exproprier, à grande ampleur, le système des raideurs est parfaitement rodé. Il suffit que des fonctionnaires, très haut placés, agissant, conséquence, dans les services de police, de douane, du fisc et qu'ils soient mis en action. Des hauts responsables bancaires sont aussi dans le système, pour établir des faux documents de prêts non honorés. Si, par mégarde, une victime cherchait à se défendre, un procureur, lui aussi, appartenant au système, rédigera un chef d'inculpation, justifiant une mise en détention immédiate. Du côté des banques et concernant les entreprises, leur astuce est simple et efficace. Elles octroient un prêt de développement à une entreprise, puis elles en dénoncent le crédit, avant son terme, en exigeant le remboursement immédiat du solde. Si l'entreprise ne peut payer, elle tombe irrémédiablement dans le piège. Les documents d'octroi avaient préalablement enfermé des clauses précises qui permettent aux banques de saisir l'entreprise. Quelques entrepreneurs chanceux s'évadent vers l'étranger, les autres pourrissent dans les prisons. Des oligarques, des régimes précédents, sont eux aussi des cibles préférentielles. Il suffit donc que des pressions soient exercées, au bon endroit, pour qu'il n'y ait plus de droit. Les États qui fonctionnent ainsi sont généralement dotés de grandes réserves de matières premières ou de sources d'énergie naturelle. Les États voisins qui continuent à entretenir des relations normales avec ces systèmes étatiques mafieux savent pourtant le risque que leur hypocrisie cynique fait courir à leurs citoyens. En réalité, tous les pays savent que de tels régimes peuvent s'installer n'importe où et surtout en Europe, puisqu'ailleurs, c'est déjà fait. À titre d'exemple, l'ancienne RDA fonctionnait ainsi. Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 2. Paragraphe 3. L'islamisme intégriste. Qu'est-ce que l'islamisme intégriste? Qu'est-ce qu'un islamiste intégriste? Il est un personnage convaincu qu'il devient urgent d'imposer la religion islamique à l'ensemble de l'humanité, de gré ou de force. Le rôle des religieux islamiques intégristes est de convertir un maximum de personnes à leur cause. Convaincre qu'il faut combattre l'Occident, contre les libertés qu'il accorde. Convaincre qu'il faut imposer la charia, partout dans le monde. Qui sont ces extrémistes musulmans? Leur seule raison d'être apparaît focalisée sur l'impérative nécessité d'anéantir les koufars, les mécréants, les non-musulmans. Ils considèrent que le pire des musulmans est toujours meilleur que le meilleur des koufars. Il prêche la bonne parole de sa religion, la seule identifiable par lui. Son action principale consiste à convertir les autres et son plein temps consiste à du prosélytisme religieux, d'un fanatisme aveugle. Toute forme publicitaire occidentale n'est que diabolisme à ses yeux et doit être combattue par tous les moyens mis à sa disposition par la charia, qui est la seule loi qui doit régir les aspects publics et privés de la vie d'un musulman. L'islam doit éradiquer les maux de la société occidentale. La charia est supérieure à tous les autres systèmes. Aucune autre loi n'a de capacité égale. Le seul contact qui puisse être fait avec un koufar est la dawa, une invitation à écouter le message de l'islam. Il n'y a pas de possibilité d'entretenir quelque autre type de relation avec lui, en dehors de celle-là. La seule approche possible consiste à le convertir à l'islam. C'est là, sa glorieuse destinée, suivre les seules directives de l'islam. Procéder à la création d'un État islamique et faire régner la loi de la charia partout. Cette loi consiste, entre autres choses, à couper la main des voleurs, à lapider les femmes adultères, etc. Il faut instaurer partout des tribunaux de la charia. La foi islamique doit être imposée à tous. Ses disciples religieux ne sont pas des musulmans ordinaires, ce sont des intégristes, comme il en existe au sein de toutes les religions institutionnelles et aussi dans tout ce qui est appelé secte religieuse. Ces gens-là considèrent que le seul mode de vie acceptable doit être édicté par l'islam et seulement par cette religion. Tout ce qui n'est pas à caractère islamique devient répugnant à leurs yeux. La fitra est un terme arabe qui fait référence à la nature originelle de l'humain, selon l'islamisme. Ils sont les frères qui doivent convertir par tous les moyens. Ils utilisent, en permanence, les travers de la société occidentale pour y opposer les lois islamiques, Subhanallah, gloire à Dieu. Tous ces fondamentalistes sont des extrémistes.
Tous sont prêts à mourir pour l'islam. Tous se séparent de leurs liens familiaux et amicaux. Les nouveaux convertis doivent passer par différentes séances d'intronisation, accompagnées de la circoncision chez les garçons et de l'excision chez les filles. De nombreux rites devront ensuite être respectés, tels que l'utilisation de la main droite pour les choses nobles. La main gauche sera utilisée, par exemple, pour serrer la main d'un koufar, c'est-à-dire avec la main impure, celle qui est utilisée pour s'essuyer. Ils doivent alors adopter le caractère sacré de la vie humaine selon l'islam. Les candidats islamistes radicaux subiraient-ils un lavage de cerveau, pour pouvoir être convertis? Rien, en dehors de ce qui est dit par un frère musulman islamiste radical, n'est crédible. Aucune information ne doit être écoutée, en dehors des vérités proférées par les frères islamistes reconnus. La ferveur religieuse doit tout guider chez les djihadistes, dont la démarche est d'abord la recherche individuelle de la perfection. Puis, il y a une démarche collective de l'islamisme par la force, c'est-à-dire une guerre sainte, le djihad. Pour l'offensive, les options qui s'offrent à eux sont la dawa, qui est la bonne parole pouvant être diffusée sans contrainte, le règne sans oppression, ou la guerre. Des conférences sont organisées sur le djihadisme. Tous les non-musulmans, tous les musulmans non djihadistes sont alors désignés comme les ennemis des frères djihadistes. C'est dans ces réunions que se décident les démonstrations et les actions de force et surtout de provocation. Tout ce qui n'est pas djihadiste doit être considéré comme un ennemi potentiel de l'islam, même s'il se revendique de cette religion. Tout ce qui n'est pas djihadiste est considéré comme dégénéré, impur et immoral. Telle serait la ligne de conduite des fondamentalistes islamiques. Les islamistes radicaux, où qu'ils s'habitent, considèrent qu'ils sont envahis par toute population qui ne serait pas djihadiste et qu'ils ont pour mission de les jeter en dehors de leurs frontières, par la force. Le discours religieux extrémiste est un choix entre l'enfer et le paradis. De telles attitudes ne peuvent qu'entretenir une agressivité volontairement provoquée. Ces fondamentalistes religieux n'ont qu'un objectif, conquérir le monde par le djihad si c'est nécessaire, c'est-à-dire par la guerre sainte. Leur devise est « Soyez miséricordieux avec les croyants et intraitables avec les koufars ». Deux mondes s'opposeraient ainsi et ils sont totalement incompatibles. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 1. Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 2. Paragraphe 4. Les paroles d'un converti. Notre invasion pacifique au niveau européen n'est pas encore parvenue à son terme. Nous entendons agir dans tous les pays simultanément. Comme vous nous faites de plus en plus de place, il serait stupide de notre part de ne pas en profiter. Les droits de l'homme dont vous vous réclamez, vous en êtes devenus les otages. Ainsi, par exemple, si vous deviez vous adresser de cette façon-là, dans un pays musulman, comme je le fais, vous seriez, dans le meilleur des cas, arrêté sur le champ. Vous n'êtes pas en mesure d'imposer le respect. Pourquoi respecter un pays qui capitule? On ne respecte que ce qu'on craint. Cette position intransigeante suffit-elle à expliquer les régimes totalitaires du Moyen-Orient? Lorsque nous aurons le pouvoir, vous ne verrez plus un seul de nos jeunes mettre le feu à une voiture ou braquer un magasin. Les Arabes savent que la punition inexorable que méritent les voleurs, chez nous, c'est l'amputation d'une main. Les lois de vos républiques ne sont pas conformes à celles du Coran et ne peuvent pas être dictées aux musulmans. Ils ne doivent être gouvernés que par la charia. Nous allons œuvrer pour prendre ce pouvoir qui nous est dû. Nous allons commencer par les villes qui sont musulmanes, à plus de 60%. Nous mobiliserons nos effectifs afin que le prochain maire soit musulman. Après négociation avec l'État et la région, nous déclarerons ces villes enclaves musulmanes indépendantes, comme nous l'avons réalisé au Kosovo et nous imposerons la charia, notre loi de Dieu, à l'ensemble de ses habitants. Les minorités chrétiennes auront le statut d'immi. Cela sera une catégorie à part qui pourra racheter ses libertés et droits par un impôt spécial. En outre, nous ferons ce qu'il faut pour les amener, par la persuasion, dans le droit chemin. Des centaines de milliers d'Européens ont déjà embrassé l'islam, de leur plein gré, pourquoi pas tous les chrétiens? Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 2. Paragraphe 5. L'honneur de la France. En 2014, toute personne d'origine musulmane résidant en France peut déclarer son statut de polygame, en préfecture. Sa première femme touchera le RSA,
plus les allocations familiales, plus les allocations pour jeunes enfants, plus une allocation logement, plus une allocation de rentrée scolaire. Elle aura droit à la CMU et à une mutuelle gratuite. Tous les frais médicaux de cette famille seront ainsi pris en charge. Sa deuxième femme peut rejoindre son mari, en France, sans qu'il lui soit délivré de carte de résidente. Ses enfants naîtront en France et seront français. Même sans papier, cette femme ne sera pas expulsée ni expulsable. Cette deuxième épouse, qui n'en est pas une, pour la France, sera considérée comme un parent isolé. Elle touchera une allocation de 700 € pour parent seul, il lui sera ajouté 177 € d'allocation familiale pour chaque enfant à charge. Pour des enfants de moins de 3 ans, elle aura droit à 162 € supplémentaires par enfant. Comme parent isolé, elle percevra une allocation logement de 300 €. Une femme musulmane n'a pas le droit de travailler, le RSA sera là, pour pallier à cette difficulté. Une personne seule touche 418 €, plus 167 € par enfant à charge. Avec des enfants en âge d'être scolarisés, une allocation de rentrée scolaire de 258 € par enfant lui sera versée. Elle aussi aura droit à la CMU et à une mutuelle gratuite. Et puis sa troisième femme. Il ne vous reste plus qu'à calculer, ce père de famille musulman n'a plus besoin de chercher du travail, il lui faut chercher à placer son argent. Certains polygames seraient susceptibles de toucher jusqu'à 10 000 € de revenus mensuels. Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 2. Paragraphe 6. Les réunions secrètes. Chaque année, des hauts responsables se réunissent, dans le plus grand secret, dans des lieux très sécurisés, placés sous une très haute surveillance. Quelles sont donc les décisions qui y seraient prises, dans ces conditions, et quel est le degré d'importance de ces décisions pour qu'elles demeurent aussi secrètes et discrètes? Une démarche de conspiration en serait-elle à l'origine? Des organisations dirigeraient-elles l'humanité dans le plus grand secret? Une organisation, celle des Nations Unies, pourrait être l'organe exécutif des objectifs décidés. Une seule humanité et un seul chef pourraient être sa démarche. Elle pourrait être à l'origine des guerres et des guérillas. Les Nations Unies seraient à l'origine des foyers d'insurrection. Cette initiative leur permettrait ainsi de pouvoir intervenir et de prendre ensuite le pouvoir. Il faut créer un prétexte pour pouvoir s'ingérer dans les affaires des États visés. Cette structure des Nations Unies serait-elle pourvue d'une telle puissance dans la prise des décisions? Quelle serait la part de responsabilité de l'Organisation mondiale du commerce? Quelle est la part du Fonds monétaire international et celle de la Banque mondiale? Chaque organisme agirait-il en coordination avec les autres? Le contrôle de l'économie sur toute la planète permettrait de contrôler la totalité des États. L'appauvrissement des États et de leurs populations respectives pourrait n'être qu'une première étape. Cette globalisation aurait pour conséquence de ne servir que les intérêts des décideurs. La privation des libertés démocratiques permet d'instaurer l'esclavage. Si l'ensemble des humains ne réagit pas à ce danger potentiel et imminent, le nouvel ordre mondial sera installé, avec toutes les conséquences qu'il implique. Les bouleversements qui en découleront seront la conséquence immédiate des structures autoritaires qui cherchent à s'implanter. Les conspirateurs seraient prêts à agir. Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 2. Paragraphe 7. Les Jéhovah. Il y aurait 7 millions d'adeptes de Jéhovah à travers la planète. Un collège d'une dizaine de personnes dirigerait cette organisation religieuse. Elle est considérée comme une secte et non pas comme une religion institutionnelle. Elle n'aurait que quelques dizaines d'années d'existence. Ces adeptes auraient pour principale préoccupation une hypothétique fin de l'humanité dont ils n'oseraient plus avancer une véritable échéance, à la suite de toutes leurs précédentes erreurs de prédiction. Ce courant religieux serait parmi les plus mystérieux. Ce sont des hommes et des femmes très polis, très bien habillés, souriants et avenants qui sonnent aux portes des habitations pour apporter la bonne parole de Dieu, eux aussi. La principale action des témoins de Jéhovah, c'est ainsi qu'ils se nomment, en dehors de la prière consiste à convertir d'autres personnes. Ils font du porte-à-porte et prêchent leur bonne parole, à qui veut bien l'entendre. C'est un devoir auquel ces adeptes sont tenus de consacrer un maximum de temps. Ils ont à leur disposition des publications d'endoctrinement, éditées dans plus de 80 langues.
La vie des adeptes est réglée d'une façon très stricte. Nul ne doit pouvoir déroger à la discipline établie. Les sujets d'interrogation, vis-à-vis de leur fonctionnement, les dérangent. Toute rencontre irrévérencieuse est très vite écourtée. De nombreux sujets d'étude, à leur égard, tels que la pédophilie, sont particulièrement tabous et décidés irrecevables. Il semblerait que le sujet de la pédophilie, dans cette organisation religieuse, comme dans bien d'autres sectes religieuses ou religions institutionnelles, ne doit pas être abordé. L'éducation des enfants des adeptes de Jéhovah y apparaît particulièrement préoccupante. La peur et le renfermement sur soi apparaissent y être planifiés. Tout contact avec l'extérieur de la communauté y est interdit, en dehors du démarchage. Les consignes y sont très explicites. Toute attirance, pour une activité festive telle que les fêtes de Noël, est prohibée, sous peine de diabolisme. Les risques liés au satanisme y sont particulièrement exacerbés. Les enfants, mais pas seulement qu'eux, sont entretenus dans une sous-estimation d'eux-mêmes, dans une culpabilité permanente. Les membres de Jéhovah ont à leur disposition de nombreux ouvrages sur l'éducation à prodiguer à leurs enfants. Par ailleurs, tous les épisodes de la vie y sont tout aussi réglementés. La doctrine y est très stricte et sans réserve, elle ne se discute pas. Toute personne contactée, par hasard, qui ne se montrerait pas respectueuse des principes édictés par Jéhovah, doivent immédiatement être bannie et écartée de leur cercle de relations. L'enfant n'a pas la possibilité de s'épanouir au sein de cette secte religieuse. Mais il y aurait plus grave. Ce microcosme religieux particulier apparaît, au fil des enquêtes, comme un paradis pour les pédophiles. Le monde parfait de Jéhovah, tel que ses dirigeants le définissent, est guidé par l'Esprit de Dieu. Le respect de la Bible doit y être aveugle, elle apporte toutes les réponses à toutes les questions. L'endoctrinement des enfants y est constant. La violence, à l'extérieur, leur est montrée, en comparaison, de la situation apaisante où ils vivent. De nombreuses réunions spirituelles sont organisées en présence des enfants. L'engagement à la pleine obéissance leur est continuellement inculqué. Pourtant, la réalité y serait moins reluisante. Plusieurs dizaines de milliers d'enfants seraient victimes d'agressions sexuelles. De nombreuses personnes chercheraient à dénoncer des pratiques pédophiles. Le silence exercé sur ce sujet y est assourdissant, il convient de taire, par tous les moyens, toute tentative de divulgation. Des listes de pédophiles seraient secrètement répertoriées et abritées en lieu sûr. Cette réalité, d'une pédophilie inventoriée dans cette communauté, existerait dans tous les pays. Des enquêtes internes sont organisées, pour déterminer, dans le détail, les faits et les actes. Les dossiers sont ensuite classés, sans suite, car considérés, comme sans preuve. Des instructions de non-dénonciation, auprès des services de police ou de gendarmerie, sont données aux parents d'enfants victimes, qui, pour la plupart, obtempèrent. Dans les rares cas où des instructions judiciaires ont pu être engagées, aucune n'aurait encore abouti. Les responsables religieux nient toute responsabilité, en l'occurrence. Un texte aurait été édité à leur égard, précisant que s'il y avait de bonnes raisons de penser qu'un agresseur présumé commettait toujours des agressions sur des enfants, il conviendrait de lui donner un avertissement. Dans de telles circonstances, les anciens de la congrégation peuvent apporter leur aide. Avec le temps, vous vous accommoderez peut-être de ne pas donner suite à l'affaire. Il convient de comprendre qu'il serait particulièrement mal considéré d'aller porter plainte contre un frère de la communauté, en jetant ainsi l'opprobre sur un témoin de Jéhovah. Les discours, tenus à cet égard, sont très ambivalents et ambigus. Les cas incestueux sont réglés de la même manière. Chaque cas est catégoriquement nié, par la hiérarchie religieuse, lorsqu'elle en est informée. Il faut aussi savoir qu'un ecclésiastique, de quelque origine religieuse à laquelle il appartienne, est tenu au secret professionnel, au même titre que les médecins. Il convient de comprendre que chaque témoin de Jéhovah est manipulé. Il convient surtout de comprendre que chaque témoin de Jéhovah est un manipulateur. Il convient encore et tout particulièrement, de comprendre que chaque manipulateur est chargé de transmettre la manipulation auprès de ses frères. S'agirait-il de simples rumeurs? Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 2. Paragraphe 8. Les nanotechnologies. Tout, dans notre environnement, pourrait être régi par de l'infiniment petit. Des nanoparticules seraient déjà en construction.
L'invention du microscope à effet tunnel est à l'origine de cette fabuleuse technique. Il a la faculté d'inventorier tout dans notre environnement à l'échelle de la matière, c'est-à-dire de l'atome. Il parcourt la surface, atome par atome et permet de les visualiser. Mais son aspect révolutionnaire tient dans le fait qu'il permet de modifier la structure d'un élément, par l'ajout d'un ou plusieurs atomes. Il est donc, désormais possible de réaliser des structures nouvelles, n'existant pas à l'état naturel. Les briques de base de la matière sont agencées à la demande. C'est un pouvoir sur la matière, celui de la manipuler. De nombreuses applications sont déjà réalisées. Le simple ajout de groupes d'atomes de dioxyde de titane déposés à la surface des plaques de verre leur apporte la faculté de devenir auto-nettoyantes. Une interaction entre l'ultraviolet et les atomes d'oxyde de titane charge en énergie les particules de verre. Cela crée un oxygène réactif qui pulvérise les particules de poussière, posées à leur surface. La pluie n'a plus qu'à faire le reste. Les nanotubes de carbone permettent la réalisation de matériaux entièrement créés. Il est plus léger et plus résistant que l'acier. Ces caractéristiques particulières n'ont pas encore été exploitées. La compréhension des lois physiques qui se déroulent, à l'échelle de la nanomatière, permet d'élaborer de nouvelles propriétés de la matière. Il y a la possibilité d'organiser sa croissance, par l'utilisation de ces nouvelles propriétés. Cependant, l'extrême miniaturisation peut aussi permettre d'aboutir à un accroissement des contrôles et de la surveillance, vers une atteinte aux libertés. Ces technologies futures, aux résultats prévisionnels exponentiels, sont assez angoissantes. Le graphème est à la base des prochains transistors devant équiper les prochaines générations d'ordinateurs. Toutefois, ils ne seront eux-mêmes qu'une transition vers une autre technologie de la nanoparticule. Le processeur atomique est déjà envisagé, grâce aux nouveaux interrupteurs atomiques. Ces interrupteurs seront 1000 fois plus petits et des centaines de milliers de fois plus rapides. Les jonctions, entre des éléments de ce nouveau cerveau artificiel, se réaliseraient à l'identique des synapses, qui échangent leurs informations entre les neurones de nos cerveaux. La particularité de cette adaptation serait la réalisation automatique et volontaire des interconnexions permettant une auto-configuration du système par lui-même. Il s'agit, tout simplement d'une structure fractale, complexe et aléatoire, réalisant de cette façon, une configuration rationnelle et fonctionnelle. Cette organisation est basée sur l'apprentissage et le développement, au fur et à mesure de l'acquisition des connaissances. Il n'y a plus à ce niveau des nanosciences, de différence entre l'inerte et le vivant. L'intelligence informatique serait capable d'emmagasiner des sommes exponentielles de connaissances et de développer un niveau d'intelligence supérieur. Dans quelle mesure cela permettra-t-il d'améliorer les conditions d'existence des humains et surtout celles de la condition humaine? Les conséquences potentielles sur l'humain ne sont pas encore envisageables. Les chercheurs n'ont pas le droit de jouer avec l'avenir des humains, sans les informer sur le futur qu'ils leur réservent. Même s'ils ne peuvent être tenus pour responsables des dérives envisageables. Il convient pourtant que chacun puisse décider de la place qu'il convient d'accorder à ces découvertes pour le futur de l'humanité. Il convient surtout de ne pas donner des moyens d'action incommensurables aux dangereux oligarques de cette planète. Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 2. Paragraphe 9. Des sources. Au cours des années 1950, il est apparu que la Grande-Bretagne aurait enquêté, très discrètement, à l'insu de ses alliés, sur une base secrète et clandestine, située en Antarctique. Utilisée par l'Allemagne jusqu'à l'époque, cette base aurait fait l'objet de développements stratégiques, extrêmement performants, notamment dans les domaines aéronautiques, pour l'époque. La Grande-Bretagne y aurait récupéré des documents secrets et aussi des chercheurs scientifiques qui y auraient été installés. De leur côté, les Américains et les Russes auraient, eux aussi récupéré des documents et des chercheurs allemands. Ils auraient également concerné des programmes de recherche, tout autant performants. Ces deux grandes puissances économiques de l'Est et de l'Ouest ont, par la suite, su développer des stratégies militaires et civiles d'un haut niveau technologique dans de nombreux domaines. De nombreuses lois de la physique sont encore inconnues des chercheurs. Pourtant, certaines personnes auraient reçu des informations particulièrement déconcertantes, concernant le haut niveau de compétences qui aurait été réalisé en Antarctique. Certaines de ces informations feraient état de découvertes qui vont à l'encontre des lois,
communément admises dans différents secteurs de la recherche. De nouvelles théories de la physique y auraient été mises en œuvre. L'une d'entre elles aurait permis de maîtriser l'énergie quantique du vide et de l'antigravité des monochordes, substituée par une théorie des résonances et des harmoniques ondulatoires. Cette théorie pourrait même être à l'origine des lois mathématiques du solfège et des gammes en musique. Des appareils aériens, de formes diverses, aux caractéristiques inconnues, auraient été utilisés par l'Allemagne sur cette base stratégique. Ces objets volants auraient eu des technologies à partir de moteurs antigravitationnels. Ils auraient disposé d'une énorme force de propulsion, par dépression de l'environnement. La théorie des pertes de masse et d'inertie d'objets, par une soumission à des ondes scalaires en phase, pourrait, peut-être, en être une explication. La mise en rotation et en accélération de ces appareils leur aurait donné un aspect visuel changeant, passant du rouge à l'orange puis du jaune au blanc, avec les contours des appareils allant en s'estompant. La mise en action des moteurs créait un arrêt subit des appareils ou des véhicules se trouvant à proximité. Ces objets volants, qui auraient utilisé une énergie libre, auraient été capables d'effectuer des vols stationnaires et des changements de direction à 90 degrés. Leur vitesse de déplacement aurait dépassé la logique communément admise. Ils auraient été capables de réaliser un champ électromagnétique extrêmement important autour de ces appareils. Cette particularité apparaissait leur permettre de créer un espace environnant. Une sorte de microcosme qui les aurait rendus indépendants de toute autre forme de l'environnement. Le résultat final est que ce champ électromagnétique, gravitationnel, les isolait des autres forces et influences de l'univers physique, lui-même. Les forces d'accélération, incompatibles avec nos conceptions des lois de l'univers, leur auraient octroyé des facultés de vitesse de déplacement incompréhensibles à partir de nos connaissances. Or, à l'intérieur de ces appareils, rien n'aurait été décelable, à l'enclenchement de ces forces d'accélération. Des témoins oculaires de cette période sombre de l'humanité auraient déclaré avoir été mis en contact direct, par leurs autorités militaires. Ces témoignages représentent une contradiction totale avec les faits historiques de la recherche scientifique de cette époque, mettant à défaut les modèles standards acceptés jusque-là. Il convient, toutefois, d'admettre que les chercheurs actuels sont diligentés par l'oligarchie dirigeante. Leurs marges de manœuvre sont très étroites et sous très haute surveillance. Les lobbyistes sont très attentifs à leurs intérêts et à tout ce qui pourrait les compromettre. Par ailleurs, les responsables économiques, religieux et politiques ne peuvent pas se permettre de prendre en considération des événements risquant de mettre en péril l'organisation actuelle de la société humaine. Chacun désire conserver ses prérogatives, un père envers sa famille, un patron envers son entreprise, un chef religieux envers ses adeptes, un dirigeant d'État envers sa population, un oligarque envers l'humanité. La majorité de l'humanité préfère également rester dans sa routine. Une révélation immédiate, sur l'existence d'une telle technologie, risquerait d'engendrer un écroulement des valeurs d'organisation des systèmes économiques. L'équilibre instable des pays est un bon prétexte pour un manque de communication de ce supposé niveau technologique, mis en œuvre. Cependant, les technologies récupérées, ainsi que des coopérations, éventuellement admissibles, avec des entités venues d'autres endroits de l'univers, devraient permettre de prendre en considération quelques interrogations. Seule, la connaissance de la vérité permettra à l'humain de pouvoir s'affranchir des doctrines et des croyances. L'humanité y est-elle prête? Des aides auraient été proposées, dans le sens d'une amélioration du développement spirituel de l'humanité. Notre propension à nous entretuer, la méthode illogique d'exploitation des ressources naturelles, notre pollution de la surface de la Terre et de la mer, ainsi que de l'espace immédiat de notre planète, nous empêcheraient d'entrer en harmonie avec d'éventuels contacts établis. Des volontés de transfert technologique auraient même été refusées, de la part de nos responsables contactés, en raison des exigences d'une autre organisation de la société humaine. Pourtant, des contacts fréquents sembleraient être encore réalisés. Des informations particulières sembleraient déterminer une très grande inquiétude de la part de l'oligarchie, concernant l'avenir de l'humanité sur notre planète. Plusieurs dizaines de villes souterraines auraient été construites, depuis une vingtaine d'années, sur plusieurs continents, pour y réaliser des bases de sauvegarde des espèces, permettant de les abriter. Cela ressemblerait à une tentative de sauvegarde de la vie. Que craindrait-il donc ?
2 films, Rencontre du troisième type et E.T. auraient été réalisés à partir de faits réels, rapportés par des témoins de haute crédibilité. La raison de ces 2 productions cinématographiques aurait pour rôle de sensibiliser l'humanité à une réalité, concernant une possibilité de contact de masse, par des entités extérieures, venues sur notre planète. Indépendamment des recherches sur les déplacements d'appareils de grande dimension dans l'espace cosmique, d'autres recherches sur l'influence des rayonnements sembleraient également être mises en œuvre. Un dispositif, du nom de LIDA, serait utilisé en Russie. Il serait approximativement comparable au HARP américain. Des fréquences extrêmement basses d'ondes radio seraient utilisées pour manipuler les cerveaux humains, afin de modifier des attitudes et aussi de créer des comportements. Il pourrait être en mesure d'engendrer des soulèvements de troupes, dans des interventions militaires ou de foule, dans des interventions civiles. Des recherches auraient permis d'établir que le cerveau humain pouvait être influencé, de la même façon que peut l'être l'ionosphère terrestre. Les fréquences de résonance constatées étant presque équivalentes. Des dispositifs, particulièrement sophistiqués, seraient en cours d'élaboration. De nombreux tests, de grandes ampleurs, auraient déjà été réalisés. Il apparaît évident que des ondes émises causent des dommages de santé cérébrale sur certaines personnes plus sensibles, se trouvant à proximité d'antennes émettrices. Il a pu être constaté que des micro-ondes pulsées influencent l'évolution d'une concentration des neurotransmetteurs dans le cerveau. L'application des neurosciences poserait un problème éthique à l'encontre des droits de l'homme. Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 2. Paragraphe 10. Le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs permet de développer d'importantes capacités cognitives, applicables dans divers domaines. La compréhension de son organisation permet d'établir des logiques tactiques et stratégiques. La tactique étant une perspective de choix disponible à court terme, alors que la stratégie détermine des choix disponibles à long terme. Il y aura à déterminer les étapes, dans un plan d'organisation, à partir d'une analyse. Il favorise aussi l'attention particulière qui doit être développée, afin de pouvoir obtenir le résultat escompté. Cela permet également de développer des capacités intellectuelles particulières, de déterminer une confiance en soi. Le jeu d'échecs permet d'établir des analogies avec ce qui se produit au quotidien et permet de mieux savoir appréhender les difficultés qui se présentent dans la vie. L'utilité de la connaissance du jeu d'échecs, à partir de sa règle du jeu, même en restant un petit joueur, permet de comprendre rapidement quels sont les avantages de ce sport cérébral. Tous les schémas du jeu vont permettre à chacun de pouvoir développer une pensée logique. De pouvoir améliorer cette pensée logique, sa capacité d'analyse, son attention et sa concentration et surtout de comprendre que chaque action va entraîner une réaction. Elle permet d'épanouir sa créativité et ses facultés d'imagination, d'évaluer les conséquences, à court, moyen et long terme, d'une ou plusieurs actions potentielles. Elle facilite l'autonomie, développe la mémoire et renforce la confiance en soi. Elle accélère les prises de décision, de synthèse et de maîtrise de soi, en toutes circonstances. La règle du jeu, comme dans l'organisation de la société humaine, établit son fonctionnement. Il n'est pas possible de déroger à cette règle de jeu. Dès l'instant où l'on décide de jouer aux échecs, il est impératif d'assimiler sa règle de jeu et de la respecter. Aucun joueur n'a l'opportunité, ni de modifier, ni d'adapter cette règle. Le jeu d'échecs est une tradition, mais aussi une technologie. Des tournois nationaux et internationaux sont organisés, afin d'agrémenter ce jeu, de le démocratiser et de le rendre plus populaire. Ce jeu aurait 25 siècles d'existence, de sa conception initiale, jusqu'à son acception actuelle. Ce jeu concilie l'harmonie à la tactique. Chaque pièce a un rôle bien défini, un sens de marche et une valeur hiérarchique. Aucune partie ne pourra être similaire à la précédente. Chaque stratégie est adaptée en fonction des forces en présence. La compétition qui peut en découler ne représente pas l'essentiel de l'intérêt qui doit être porté à ce jeu. Cependant, ce jeu peut être considéré comme un sport cérébral. La structure mathématique du jeu lui permet aussi un environnement numérisé, avec une ouverture vers l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle, à partir de ce jeu, s'établira dès qu'il sera proposé à un cerveau artificiel de concevoir lui-même sa propre tactique de progression dans le jeu, sans qu'aucune stratégie de base ne lui ait été imposée par une programmation. Les règles du jeu étant définies par le déplacement des pièces, de leur valeur intrinsèque, il suffirait de laisser à la programmation informatique initiale d'établir elle-même des stratégies. Il convient de savoir qu'une seule pièce, devant être bougée, implique un nombre exponentiel de réponses latentes, qui seront autant de conséquences, aux conséquences. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 2. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Le dernier regard. Tome 2. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte, le triptyque